Allez, entretien aujourd'hui avec Patrick David. Donc Patrick, c'est un grand plaisir que tu nous reçoives dans ta propriété tout d'abord. Et je vais même te dire mieux, je m'en veux de ne pas t'avoir sollicité avant pour faire cet entretien parce que j'estime que c'est un peu un péché de ne pas t'avoir sollicité avant. C'est pas grave. Donc Patrick, on va retracer tout ton parcours footballistique. Hein. Donc tu es un pur Bouzigo. Ah oui, un indigène. Et on peut dire que tu as deux passions, c'est Bouziga et le FC7. Et le FC7, c'est exact. Alors comment tu es venu au football tout d'abord? Alors, j'ai démarré au football, c'est peut-être par... Bon, mon père était déjà joueur dans le village, et c'est pour ça que mon histoire avec le FC7 est très lointaine, hein, dans la mesure où mon père m'a mené voir les matchs. Et nous y allions à l'époque, ce qui serait maintenant d'une forme de snoobisme, on y allait en barque. On traversait les temps, on y allait en barque. Et je me souviens très bien de ça parce qu'on se mettait toujours à la marque, mais à l'entrée, une vingtaine de mètres à l'entrée. Et donc ça a été mes premiers matchs. Malheureusement, j'ai perdu mon père très, très jeune, hein. Il avait 38 ans, et il m'a donné cette passion du foot. Le stade de Voilà. musique porte son nom. Voilà. Et la première chose qu'avait fait à l'époque un journaliste de Midi Libre, M. Paul Baquet, ça a été de solliciter le FC7 pour venir, aider ma famille et ma mère, qui se retrouvait avec 4 enfants et veuve. De suite, le FC7 avait accepté. Mais pourquoi cela? Ton père ne jouait pas au FC7? Non, non, mon père était un joueur du village. Hein. Juste en tant que supporter fidèle du club. Voilà, il aimait 7. Voilà. D'accord. Et donc, on avait... le FC7 est venu jouer un match amical contre une sélection régionale. Et c'est moi, bien sûr, qui avais donné le coup d'envoi. J'avais 7 ans. Et c'est pour ça que j'ai toujours regardé ce truc. Quelques années plus tard, Nigo me dit tu seras capitaine de l'équipe. En l'absence de Michel Granier, qui était le capitaine titulaire. Michel était, je crois, suspendu. Je suis rentré le premier, en quelque sorte, sur le terrain, à la tête du FC7. Et comme c'est placé le vestiaire du Bérou, c'est en diagonale par rapport là où j'étais quand j'étais gamin. Et ça m'a laissé un souvenir fantastique, parce que je me suis dit, purée. Tu voyais ton père en face. Voilà, j'étais là quand j'étais tout petit, et là maintenant je rentre le premier. Et ça m'a fait une sorte d'émotion, quoi. Ça m'a pas empêché de jouer, hein, loin de là, mais c'était vraiment quelque chose de fort pour moi. C'était très fort. Voilà, ça a été mon premier souvenir avec le FC7. Quelques années après, Monsieur Mandaron, René Mandaron, qui était entraîneur des juniors, m'a sollicité. C'était en 68, j'avais 17 ans. Tu as joué le fils à Gaston Plovy dans cette équipe. Oui, Gaston avait les lunettes. Ah oui, Gaston faisait partie de l'équipe. Très bon technicien, Gaston. Et donc, j'ai démarré, j'étais cadet, et j'ai démarré là. Et j'ai traversé toutes les années 70 au sein du FC7. Voilà. Et j'ai arrêté, on va dire, moi j'ai arrêté 81, 82. Il y avait l'âge, il y avait un jeune Robert Sabatier qui commençait à montrer le nez. Et Robert était un très très bon joueur. Et j'ai senti que bon, mon heure était passée, quoi. Mais ça c'est normal, hein, c'est dans tous les clubs comme ça. Et donc voilà, mais j'ai gardé toujours une tendresse particulière pour le FC7. J'étais parti entraîner un petit club à Rougeant pendant 6 mois. Vous avez failli battre le FC7 en Coupe de France. On a failli battre le FC7 en Coupe de France. Hein, 82, 83 ou 83. Voilà, c'est l'année des élections parce que c'était justement pendant les années électorales pour le maire. Et Georges Besson me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, tout ça. J'ai dit, écoute, moi je me suis engagé et je ne sais pas combien ça durera, mais pour l'instant c'est comme ça. Et il se trouve que les dirigeants ont commencé à faire pression sur moi après le match de Coupe de France, parce qu'il y a des jeunes du village qui ne jouaient pas. Et comme il y avait des jeunes de Béziers, de Montpellier, tout ça, moi je cherchais à mettre la meilleure équipe possible, donc ils ont commencé à faire pression sur moi. Alors j'ai dit, écoutez, fin de l'histoire. On arrête. Et je me suis arrêté, donc, ça devait être en janvier.
Georges Besson m'a revu un jour au match. J'étais arrivé au FC 7 le dimanche. Et il m'a dit, tu viendras me voir au cabinet demain puisque tu as arrêté, j'ai quelque chose à te proposer. Ça a été ta seule infidélité au FC 7 En quelque sorte. Mais disons que dans le staff technique, il n'y avait plus de, comment dire, hein, toutes les places étaient prises. C'est pas que je voulais partir, mais toutes les places étaient prises et j'avais pas, moi, j'avais 31, 32 ans, j'allais avoir 32 ans, tout le monde était en place, donc j'avais pas à m'imposer, quoi. J'ai dit, je vais partir faire un petit truc, peut-être m'aguerrir. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis revenu 6 mois après. Georges m'a donné l'équipe réserve qu'il fallait absolument trop sauver. Voilà, on s'est sauvé. Et après, là, il est reparti, donc l'aventure de la D2 avec Dominique Battenet, avec Yves Herbé d'abord, Dominique Battenet ensuite, tout ça. Et voilà. Et je suis devenu après un éducateur, on va dire, pour plusieurs années encore. Alors avant de parler de cette partie-là, j'aimerais qu'on revienne sur ta carrière de joueur. Carrière de joueur. Hein. Alors j'aimerais tout d'abord parler, j'ai mis une photo hier, je ne sais pas si tu l'as vu sur ma page du FC7, hein, de cette fameuse tournée en juillet 73 en Tchécoslovaquie, en RDA. Ouais. Alors d'où vient cette idée de tournée et comment tu as vécu ça dans ces pays de l'Est à l'époque qui n'étaient pas, on ne visitait pas ces pays facilement à l'époque? Non. Alors je pense que c'est à l'initiative de M. Bress, Roger Bress, futur président du club. Voilà, qui avait certainement des attaches au niveau Tchécoslovaquie, qui nous dit, les gars, est-ce qu'il y a la possibilité de faire une tournée en début de saison, hein, pas en fin de saison, c'était en début de saison, de faire une tournée en Tchécoslovaquie. Nous on dit ouais, pas de problème. Et donc, on était parti, le club s'appelait Jablonek, on est parti, qui a joué d'ailleurs l'année dernière contre Rennes en Coupe Europa, je crois. Europa League. Et donc on est parti 12 jours là-bas, participer à un tournoi où il y avait le. Et pas le Dukla Praga? Il y avait le Dukla de Prague où le Spartak Trafna, enfin, il y avait le fameux Dobias, à l'époque, l'arrière chevelu, là. Il y avait les Allemands de Suiko, les de RDA, et le club Jablonek, donc. Et donc, on a fait cette tournée là-bas, plus un ou deux matchs amicaux, mais une tournée mémorable. Mémorable parce que, évidemment, une autre culture, une autre façon de manger, mais on s'était adapté. Et le club, en quelque sorte, les joueurs se sont vachement soudés à ce moment-là. Se sont vachement soudés et donc on a fait une saison pas extraordinaire, mais on a fait une bonne saison. C'était M. Louis, l'entraîneur, exercice. Il y avait déjà Miro qui venait d'arriver, il y avait Gigi, Sarr, enfin, on avait une bonne équipe, quoi. Et parmi les jeunes, il y avait Christian Granier, le frère de Michel. Michel n'était pas venu en tournée. Je crois qu'il faisait le service militaire, il y avait un truc comme ça. Mais Serge Payares aussi qui était là. Serge Payares, Serge, ça a été. Ouais. Il y avait Serge Payares, enfin, il y avait toute la bande. Après, on va dire les cadres, quoi. Claude, Carabuc, Chat et compagnie, quoi. Bonnier. Voilà. Et on a gardé un souvenir fantastique. J'aimerais que tu reviennes aussi sur. Deux matchs. Alors tout d'abord la double confrontation en Coupe de France face au PSG de Mustapha Daleb. Oui. Et ensuite la fameuse photo où on te voit face à l'AS Nancy-Lorraine du jeune débutant Michel Platini. Alors pour ce qui est du match du Paris Saint-Germain, le match aller c'était au Parc des Princes. Et jusqu'à, je crois, un quart d'heure de la fin, on est 0-0. Vous perdez 4-0, c'est ça ce jour-là? Non, 3-0. 3-0. C'est vrai qu'on était secoués, mais on résistait. Milo avait mis en place un dispositif très défensif, où il n'y avait que Casso qui était un peu devant, Cassoyan. Et on tenait. Je me souviens très bien parce qu'il y avait Humberto, le capitaine portugais. Il montait sur les corners. Il était impressionnant. J'avais ses pieds qui passaient là. Hein. C'était vraiment... Et on tenait. Les mecs commençaient à s'énerver. Et après, on a craqué en fin de match. Il faut dire qu'Alain Serrato avait fait un très gros match. Voilà. Donc, ça c'est le premier souvenir. Et puis le Parc des Princes, on rentre dans un théâtre, hein, c'est fantastique. Ça c'est. Et puis il y a eu
le match de Nancy où on fait 0-0. Il y a eu le match retour aussi, parce qu'à l'époque, la Coupe de France, c'était un match aller-retour. Le match retour, je me souviens très bien parce que j'étais sur le banc. Moi, j'étais 12e ce jour-là. Et on perd 6-0. Platini nous met 4 buts. Et je discutais avec Serge Maisonnez, qui était lui aussi le remplaçant de Nancy. Qui a remporté la Coupe de France avec Serge Maisonnez, un type adorable aussi. Et toujours, il disait, oh, laissez-toi, il me chambrait toujours avec ça. Et donc, après le match, on a une réception, et je discutais avec un joueur de Nancy, là, que j'avais vu déjà au match aller, tout ça. Putain, mais j'ai dit, ce jeune, qu'est-ce que c'est? Il me dit, si tu voyais ce qu'il nous fait à l'entraînement, c'est incroyable, incroyable. Et il arrive un journaliste là, et qui entend parler. Il me dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de Nancy monte en première division, tout ça? Je ne sais pas si c'était l'Est républicain, peu importe le journal. J'ai écouté, moi j'ai vu le match du banc de touche. Hein. Si ce garçon, l'année prochaine en première division, il ne joue pas en équipe de France, j'arrête le football. Je vous le dis, j'ai les souliers encore propres, je les pends et j'arrête le football. Ce que j'ai vu ce soir, c'est sublime. Ah bon, il me dit, vous le voyez? Ah, j'ai dit, moi monsieur, il y a des trucs qui ne trompent pas. Hein. J'ai dit là-dessus, je vous le dis, vous verrez ce garçon. Je disais ça, donc c'était avril-mai. En septembre, il y a eu le fameux truc avec Henri Michel, laisse-moi, je l'enferme. Qui marque le coup franc en première sélection. Voilà. Contre la Tchécoslovaquie d'ailleurs. Voilà. Et je dis, je ne suis pas étonné de voir ça. Mais ce garçon faisait des trucs fantastiques. On ne se rend pas compte des fois. Mais simplement sur un dégagement du gardien, une déviation, mettre le ballon dans la course de son attaquant, ça paraît peut-être aux yeux de certains, peut-être. Mais moi, la justesse qu'il y avait dans le geste, la facilité qu'avait ce garçon, comme ça, c'était superbe. Donc pour toi, il t'avait plus impressionné que Mustapha Daleb, par exemple, lors des 2 confrontations face au PSG. Sur le plan... Le jeu est différent, mais... Oui, voilà. Daleb, c'est un artiste. Daleb, lui, c'est un type... Hein, je suis sûr, enfin, je pense que c'est un garçon qui ne devait pas faire de bruit. Mais dès qu'il avait le ballon dans les pieds, c'était un enchantement. Un enchantement. Une facilité de course, changement de rythme, accélération. Il avait tout, ce garçon. Peut-être, je ne sais pas, peut-être une faiblesse dans le jeu de tête, je ne sais pas. Mais alors, quand il était bas au pied, c'était le serpent. Une anguille, je ne sais pas le mot qu'on pourrait dire, mais c'était magnifique. Et ça, des types comme ça, pour moi, le vrai football, c'est ça. C'est ça, c'est cette dextérité, cette facilité qu'ont certains joueurs. Moi je suis un esthète. Hein. Justement, en parlant de grands joueurs, de beaux jeux, j'aimerais que tu nous parles des joueurs que tu as côtoyés au FC7 et qui ont eu des grosses carrières. Hein. J'aimerais tout d'abord que tu me parles de Christian Coste. Christian Coste, ouais. Alors Christian, lui, il était arrivé, je me rappelle, il a fait une saison, je crois, et quelques matchs chez nous. Il était d'ailleurs dans la tournée en Tchécoslovaquie. C'était un garçon avec qui je m'entendais très bien. Lui aussi, il avait des capacités exceptionnelles. Vitesse de balle au pied. C'était une fusée, quoi. Une fusée. Il était vraiment, vraiment impressionnant. Est-ce que tu supposais que quelques années après, il allait jouer en équipe de France? Non. Jusque-là, non. Non. Je pense, je disais, bon, il a pour jouer au niveau au-dessus, mais j'avais peur qu'il n'arrive pas justement, bon, comme je le voyais à mon âge, hein, mais je disais peut-être qu'il manquera quelque chose. Et non, après il s'est vraiment, vraiment imposé, parce qu'à côté de ça, c'est un garçon tout à fait charmant, tout ça. Vraiment, il y a... Mais bas au pied, il était vraiment, vraiment impressionnant. Il allait très, très, très vite. Ce qui n'est pas le cas de tous les attaquants. Hein. Voilà. Mais après, bon, je pourrais citer d'autres joueurs qui m'ont impressionné. Pour moi, il y avait 3 joueurs, enfin, si on les prend de différentes époques. Hein, je dirais en premier Michel Granier. Michel Granier, c'était le genre de joueur des années 70, mais en avance sur son temps. C'est-à-dire, maintenant, on dirait d'un joueur comme lui qu'il est box-to-box un petit peu. Voilà. Michel, c'est un mec qui est capable de marquer des buts, dur sur l'homme, jeu de tête, frappe des 2 pieds. 3 poumons. Pour ça, il était... Voilà.
Il y a lui Michel, donc quand j'étais joueur, c'est encore un grand copain, et ça a été surtout un très bon coéquipier. Après, je dirais Robert Sabatier. Robert avait des moyens pour moi. Je dirais qu'il les a pas, je dirais pas qu'il les a gâchés, mais c'est dommage. Tout le monde s'accorde pour dire que il avait des pieds en or. Pour Robert. Il pouvait pas partir de ça. Robert. Il était trop Moi, bien chez lui. D'ailleurs, quand il est arrivé, hein, j'ai dit Patrick, là maintenant c'est fini. Ton heure est passée, parce que le petit, là, il a autre chose. Hein. C'était Robert, il avait tout. Sauf l'ambition. C'est ça. Sauf l'ambition. Voilà. Ça, on peut lui reprocher à Robert. Mais à côté de ça, pareil, un garçon adorable. Un garçon adorable, mais il prenait le temps qu'on est passé. Voilà, c'était Robert. Ouais. Voilà, c'est Robert. Et le troisième, là, donc, pour moi, qui est resté à la limite, je dirais trop fidèle à cette, Christophe Rouve. Christophe Rouve, il avait tout lui aussi. Christophe, par contre, c'est sa durée. Je le dis toujours, et encore, je l'ai vu l'autre jour, là, je lui ai dit, Christophe, tu es un des rares mecs à être grand-père, hein, avoir disputé un 8e de finale de Coupe de France. J'ai dit, ça c'est formidable. Hein. Je trouve ça fantastique. Hein. Ah ouais, mais Christophe, alors, hygiène de vie, c'est pas Robert Sabatier, hygiène de vie, mais doué, très doué pour le football. Alors j'aimerais que tu me parles de deux autres joueurs, Edwige. Étienne Edwige. Et je prends mon téléphone parce que je vais pas retenir le nom. C'est un joueur qui a fait un bref passage au FC7. Hein, et j'aimerais que tu m'en parles aussi. C'est le Yougoslave Enes Mameledzija. Voilà. Enes Mameledzija. Il est parti après aux États-Unis. Je crois. Je te confirme. Alors Étienne, lui, il nous arrivait déjà, il avait une carrière pro dans les pattes. Hein. Là, il arrivait de Boulogne, je crois. Hein. Il jouait à Angers aussi. C'était Eric. Ah, c'est son frère, ça, ouais. C'est cousin. C'était Eric qui jouait à Angers. Et Étienne, lui, avait joué à Boulogne et un autre que français, je ne me rappelle plus. Enfin, voilà. Étienne, voilà, un garçon nickel aussi, et qui nous a apporté. Parce qu'on venait de perdre... Christian Coste était parti. Parce que dans le cheminement, c'est pas toujours évident. Christian Coste était parti, donc on avait Pampel qui jouait devant. Étienne est arrivé, que c'est bien d'aller, c'est ça, ouais. Étienne est arrivé, et Pampel est parti l'année après, je crois. Ouais. Mais Étienne nous a vachement apporté aussi, parce qu'il avait de l'expérience. Nous, au milieu, avec Michel, on cavalait, mais Milo et Étienne étaient là pour poser le jeu, quoi. Voilà. Mais il pouvait compter sur nous pour ce qui était de les aider, quoi. Ouais, Étienne, c'était... Et pour en venir à Mameledzija, lui, il a fait un passage trop bref. Hein, je ne sais pas qui c'est qui nous l'avait recommandé. Il ne s'est pas imposé. Il ne s'est pas imposé du tout. Et je crois qu'après, il est parti sur Ars, ou un truc comme ça. Après, aux États-Unis, il a fait 4-5 ans aux États-Unis. Voilà, je crois qu'il a fait une carrière aux États-Unis. Mais bon, évidemment, je n'ai plus de contact avec ce garçon. Alors, on en a parlé un petit peu hors caméra, pardon. C'est un sujet qui me touche aussi. Comment tu expliques que des glorieux anciens du FC7 sont tombés complètement dans l'oubli? Alors j'en viens par exemple à un monsieur comme monsieur Gambardella, dont la tombe au cimetière marin dans un piteux état. Je viens également à Ivan Beck, qui a quand même fait le doublé, qui a été demi-finaliste de la Coupe du Monde en 1930 avec les Yougoslaves. Comment tu expliques ça, toi? Moi, ça me désole parce que c'est des gens qui ont énormément apporté au club. Et à la ville. Et à la ville, qui ont été de grosses vedettes. Mais malheureusement, je crois que c'est des garçons qui sont nés à une mauvaise époque. Je parle d'Ivan Beck en particulier. C'est des garçons qui sont nés à une mauvaise époque. Je pense. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, évidemment, le football n'était pas médiatisé comme maintenant, parce que ce seraient des stars, certainement. Et est-ce que la guerre a fait que... Ça, je ne pourrais pas véritablement en parler... comment dire? Ouais, je ne peux pas me prononcer là-dessus, parce que c'est vrai que c'était des stars à leur époque. Hein.
Mais ils sont très vite, Beck, je crois. Alors, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas cette manne financière qu'il y a maintenant dans le football. Donc, les mecs, ils finissaient, ils achetaient un bistrot, ils achetaient des trucs comme ça. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque. Ils auraient pu être entraîneurs. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont devenus après entraîneurs. Je crois que quand ils finissaient leur carrière, la plupart, ils se tournaient par un bistrot, des trucs comme ça, quoi. Mais je ne pourrais pas me l'expliquer véritablement ça. Parce que chaque cas est un cas particulier. Je ne pourrais pas me l'expliquer. Et quant à M. Gambardella, quand même, bon, lui aussi il était dans les instances du football français, puisque quand même, il a été reconnu que, je ne sais pas si c'est lui qui a créé la Coupe des Juniors, mais beaucoup ne savent pas qu'il a été dirigeant de cette. Beaucoup ne le savent pas. Là, c'est pareil. Bon, il a cette coupe qui, je ne dirais pas qu'elle lui appartient, mais qui toujours lui a mis en valeur. Mais je veux dire, il n'y a aucun stade à 7 qui porte son nom. Je ne sais pas s'il y a une rue. Je ne sais même pas s'il y a une rue. Ça me navre un petit peu. Ça me navre un petit peu parce que c'est des gens qui font partie de la vie de 7. Qui font partie de la vie de 7. Bon, évidemment, j'ai pas connu Bérou, mais Bérou c'était le président. Bérou c'était créateur du professionnalisme, enfin, il n'y a rien à dire sur Bérou. Mais ouais, moi je regrette un peu ce truc qu'on tombe dans l'oubli, surtout de cette époque-là, c'est l'âge d'or du club. Du club, voilà. C'est pour ça que toujours, quand je vois ce tableau, je dis, les gars, regardez bien, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Patrick, est-ce que c'est te faire injure si je te dis que tu as laissé une image, enfin après moi j'ai pas connu ton époque étant trop jeune, oui. Une image beaucoup plus prégnante et importante en tant qu'éducateur et entraîneur que joueur au sein du football club de Sète? Ah non, ça ne me force pas du tout, non. Moi, disons que je pense que je suis foncièrement honnête, donc j'ai fait ma carrière de joueur, on m'a aimé, on m'a pas aimé, j'ai fait de bons matchs, j'ai fait de mauvais matchs, ça c'est chacun qui... Voilà. Disons que... Mais tout ce que j'ai fait, en tant que joueur d'abord, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec un maximum de sérieux. Tu n'as jamais triché? Jamais. Jamais. J'ai toujours respecté les consignes de l'entraîneur, j'ai toujours fait le maximum. Et je veux dire, je me préparais aussi bien pour un match amical que pour un match important. Là-dessus, voilà, j'ai pas... Et ensuite, bon, je suis devenu éducateur, je dis bien éducateur, parce que je ne peux pas dire, moi, que j'ai été un entraîneur. J'ai entraîné des équipes, oui, j'ai les juniors, l'équipe réserve, le foot études, tout ça, mais je me considère avant tout comme un éducateur. Voilà. Entraîneur, Claude Carabuy, qui était un entraîneur, voilà. Mais moi non, moi je me considère comme éducateur. C'est comme ça, parce que j'aimais transmettre, meneur d'homme, je ne sais pas si j'étais un meneur d'homme, je ne sais pas. Moi, quelque chose me plaisait, je le disais, quelque chose ne me plaisait pas, évidemment, je le disais aussi, mais je ne peux pas dire non que j'étais... allez les gars, non. Moi, c'était... On réfléchit, je transmets, voilà. La transmission. Tu donnes l'image quand même de quelqu'un d'exemplaire. Quand je mets des photos de toi ça, sur la page, je considère ça comme un compliment. Bien sûr, tous tes anciens joueurs, il n'y a pas un seul joueur qui dira une mauvaise parole sur toi. Moi, tu fais quasiment l'unanimité. Je ne me connais pas beaucoup d'inimitié. Ça veut tout dire. Je ne me connais pas beaucoup d'inimitié. J'ai eu un petit problème un jour avec un autre éducateur, bien malgré moi, mais non, à part ça, je me vois pas, mettons, d'ennemi où j'ai pas, non, je pense avoir laissé une image propre, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Dans ta carrière d'entraîneur, ou d'éducateur, donc, quel est le joueur qui t'a le plus épaté et pour lequel tu allais présager qu'il allait faire une belle carrière? Pour moi, c'est Christophe. Christophe Roux.
Je l'ai eu au foot études, hein, en 86. Déjà, bon, on savait qu'il en avait dans les chaussettes. Et Christophe, pour moi, je le voyais. Ouais. Pour moi, il avait tout. Tout. Lui, c'était vraiment le garçon. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, jamais j'aurais cru qu'il fasse une carrière aussi longue. C'est là alors, il m'a épaté. Hein. Mais, par contre, ouais, on en revient à ce sérieux. Mais c'était un garçon aussi que... Moi, une petite anecdote sur Christophe. Un jour, on m'a joué contre les juniors de Perpignan. Et Perpignan, c'était l'époque de Jean-Pierre Carillon. Et Carillon avait l'habitude de jouer la défense à ligne. Et donc, le club avait décidé que toutes les équipes joueraient la défense à ligne. Et on va jouer à Perpignan. Et dans le vestiaire, je dis à Christophe, écoute, il joue la défense à ligne. Si tu as le ballon, perfore. T'emmerdes pas. Tu peux rater, mais tu iras quand même. On a gagné 6-0, il en avait mis 4. Il avait... Mais parce que je le connaissais bien. Et puis il avait cette facilité. Et les mecs, bon, la défense à ligne chez les juniors, ça demande du travail. Hein. Voilà. Donc on avait gagné 6-0 ou 6-1, enfin, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'était. Il avait un jeu de tête. Voilà. Puis après, comme il sentait très bien le jeu, bon, je ne parle pas plus tard de la complicité qu'il y avait avec Georges Moureau, parce que Georges aussi c'était un féminin, hein, Georges. Hein. Donc tout ça a fait que c'est des garçons que c'était un plaisir de travailler avec ça. C'était un plaisir. Alors tu as connu en tant que coach aussi le parcours en Coupe de France et la montée en nationale où tu étais avec Patrick Lebeau et Laurent Scala. Laurent Scala, voilà. Disons que quand Patrick a pris l'équipe... Alors si je te coupe, c'est quand même bizarre cet attelage de 3 entraîneurs. Voilà, alors je vais t'expliquer un petit peu. Patrick, M. Ropero, c'était M. Ropero à l'époque, lui donne la responsabilité de l'équipe. Il vient me voir au travail de suite, hein, dès qu'il est sorti de la réunion, il me dit Patrick, voilà, on va travailler à 3, parce que, bon, il me dit tu gardes l'équipe réserve, mais moi avec Laurent, on va faire les trucs, mais on va travailler à 3. Il faut qu'on discute tous les 3, à tous les entraînements et à tous les matchs. Donc je lui dis, pas de problème, Patrick, là-dessus, bon, nous on s'entendait avec Patrick Lebeau aussi, hein, c'était vraiment un garçon merveilleux. Et donc, on a commencé à travailler comme ça. Évidemment, dès que j'étais libre, moi le soir, j'allais avec l'équipe première, mais dès qu'il fallait s'occuper de l'équipe réserve, j'étais là. Et donc, on a créé une espèce de ça a été véritablement l'osmose, quoi, entre tous les joueurs, et ce qui fait qu'on a fait une super saison, accompagnée de quelques exploits en Coupe de France, et on n'a eu qu'à se réjouir de ça. Mais je me souviens, Patrick, quand il vient me voir au travail, il me dit, bon, il y en a qui veulent revenir, il y en a qui voudraient revenir. Alors il me dit, j'ai dit, tu peux me citer des noms? Alors il me commence, Christophe Roux veut revenir. J'ai dit, attends, il est parti, mais on va le reprendre. Moi. Il me dit, il y a Christophe Archambault qui veut revenir aussi. Il n'y a pas de problème. Bon, sur certains, on était d'accord. Sur d'autres, j'ai posé un petit peu, pas mon veto, mais j'ai dit, Patrick, on va privilégier l'esprit de groupe. Il me semble que il me dit, moi je le vois comme ça aussi. Parce que là-dessus, on n'avait pas beaucoup de divergence. Hein. Donc, on a privilégié ça. Voilà, l'esprit de groupe. Et monté donc en national, après une super saison, avec Georges et Christophe Roux Van Vertonghen, c'est là qui ils avaient claqué quelques buts. Et donc on est monté en national, et là Patrick a arrêté. Laurent Scala, qui était son adjoint, a dit si Patrick s'arrête, moi je veux bien prendre l'équipe. Mais il me dit, est-ce que toi, tu viendras avec moi? Il me dit, tu connais le club bien mieux que moi. J'écoute Laurent, moi il n'y a pas de problème. Hein. Je te sers d'adjoint en quelque sorte. Hein. Je crois que je ne me rappelle plus qui c'est qui avait pris l'équipe réserve. Peut-être Ben Sada, oui. Peut-être. En fait. Je lui dis, moi il n'y a pas de problème, hein, Laurent, je viendrai. Mais j'ai dit, attention, hein, moi je ne suis pas l'avenir du club. On le fait, mais si jamais tu arrêtes, moi j'arrête. Hein. Et donc ça a été ma dernière année. On s'est sauvé du national, mais quand j'avais eu la réunion à la fin
que Laurent justement a dit j'arrête. Donc j'ai dit j'arrête aussi. J'ai eu ma plus grande fierté quand même, cette saison. Ça a été qu'on est monté faire des matchs comme à Carré. J'ai dit sur 13 joueurs, il y avait 13 joueurs à l'époque je crois, c'était 13. Sauf le seul qui n'était pas issu du club, c'était Rachid Ichou. Tous les joueurs venaient des équipes du bas, enfin, soit un junior, tout ça. On est monté, et bon, on a été à Carré, on avait fait match nul. Bon, évidemment, c'était pas l'équipe type, hein, mais on s'en est sorti qu'avec les jeunes du club. Ah, je m'en souviens, avec Laurent Serrano notamment sur le banc. Laurent Serrano, qui était très jeune à l'époque, Laurent Serrano, je crois qu'il y avait Fabrice Sauvert, il y avait, enfin, des jeunes qui mordaient. Voilà, des jeunes qui défendaient les couleurs du club. Voilà. Et ça, pour moi, ça n'avait pas de prix. Ça n'avait pas de prix. Moi, des mecs on savait que, encore une fois, il fallait qu'ils travaillent pour arriver à être, on va dire, des titulaires. Mais ces mecs, ils bossaient. Quand ils venaient jouer, ils se défonçaient. Qu'est-ce qu'on veut? On n'attend que ça, hein, des joueurs. Alors, tu m'emmènes à un sujet qui a été maintes fois évoqué par les internautes. Hein. Moi, si je me fie à l'histoire du FC7, hein, il y a eu ton époque en tant que joueur où il y avait vraiment une grosse fibre de joueurs locaux. Il y a eu, comme tu l'as dit, ton époque en tant qu'entraîneur de l'équipe première où il y avait pas mal de joueurs du bassin de Thau. Mais à part ça, dans l'histoire du FC7, il n'y a pas eu tant que ça d'équipes avec beaucoup de Cétois. Donc comment tu expliques que les gens... pour certains, dénigrent encore le club actuellement, alors que si on se place sur le plan purement sportif, il n'y a rien à dire. Hein. Oui. Et pourquoi toujours cette... Bon, moi le premier, je préférerais qu'il n'y ait que des joueurs locaux. Voilà. Mais est-ce que cela est-il possible à l'heure actuelle? Il faudrait, je veux dire, comment expliquer ça? Je prends l'exemple, voilà. Quand j'étais, moi, encore en activité, on va dire, en tant qu'entraîneur, tous les anciens joueurs, si on prend, mettons, l'époque Claude Carabuy, qui était entraîneur de l'équipe première, tout ce qui était derrière, il y avait moi. Je me mets en second parce que je m'occupais de l'équipe réserve, il y avait moi, il y avait Patrick Lebeau, il y avait Michel Granier, il y avait Didier Miramont, il y avait Jacques Combette, il n'y avait que des anciens joueurs. Et qui aimaient le maillot vert et blanc et qui savaient ce qu'il représentait. Et quand même, quand ils donnaient des consignes aux jeunes, c'était pas n'importe quoi. C'est parler pour eux. Voilà. Je veux dire, par là, il y a toujours eu cette fibre un petit peu sétoise. C'est-à-dire que, et là peut-être qu'il faut remercier un type qui pour moi a été très important dans l'histoire du club. Tu avais fait son interview dernièrement, c'est Milo. Milo a fait un travail. Enfin, il nous a ouvert les yeux en quelque sorte. Et il a suscité beaucoup de vocations au niveau entraîneur. Quelqu'un qui venait de l'extérieur. Quelqu'un qui venait de l'extérieur. Mais qui nous a donné une autre vision des choses. Voilà. Il nous a donné l'envie de transmettre. Milo, pour ça, il nous a donné l'envie de transmettre. À commencer par Claude, qui était au départ son adjoint, mais Claude après... Je ne pensais pas que Claude deviendrait entraîneur. Moi. Claude, il avait d'autres loisirs, la chasse et tout ça. Mais il s'était imprégné de ça. Et après, bon, il est devenu un meneur d'hommes, ça on sait ce que c'est Claude. Hein. Voilà. Mais il a accroché, j'aurais pas cru. Voilà. Eh bien, Claude, c'est le plus bel exemple. Mais derrière tout ça, que ce soit Jackie Combette, qui s'occupait, je crois, des minimes, que ce soit tous, on a eu cette envie de transmettre. Hein. Je crois que c'est le mot. De transmettre. Alors, donc, ça a attiré peut-être les jeunes du bassin de Thau ou du coin. Maintenant, ce qui va être difficile pour la suite du club, je parle, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui sont de l'extérieur, sans être, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est un fait, c'est un fait. Voilà. Alors, est-ce que ces gars après vont retrouver un petit peu leur milieu, et donc il y aura plus ce comment dire, hein, cet amour du club des anciens joueurs. Et bon, un des derniers qui est parti, c'est Floris. C'est dommage. Moi, je suis pas dans les papiers, ça ne me regarde pas. Mais je me dis qu'un jeune qui pratiquement a grandi à 7, hein, moi, quelque part, ça m'emmerde qu'il s'en aille, quoi. Voilà.
Ouais, on est d'accord. C'est dommage, hein, parce qu'après, que ce soit à Metz, on a eu Labrune, on a eu Sanchez, on a eu Archambault, d'autres qui ont réussi en équipe réserve, comme Gors, comme il s'appelle, Audibert, tout ça. Je veux dire, il y en a des jeunes, il y en a. Mais encore faut-il qu'ils aient envie de venir à 7. Mais pour qu'ils aient envie de venir à 7, il faut qu'il y ait un encadrement sérieux. Qu'est-ce que ça t'a fait en janvier 2019 d'être invité, avant la rencontre FC7 Lille en Coupe de France, et de voir ce Louis-Michel plein? Alors, je vais te dire une chose, c'est que j'en avais la tête qui tournait. J'en avais la tête qui tournait parce que ça faisait des années que je n'avais pas vu un match de foot. À part d'aller voir mon petit-fils qui jouait avec les débutants. Je ne voyais plus de match, ça ne me disait plus rien. Et quand j'ai reçu ton invitation, j'ai dit à ma femme, j'ai dit quand même, c'est gentil de leur part, je vais y aller. Mais la tête me tournait. C'est drôle, parce qu'on a été sur le terrain, là, il y avait la musique, la sono, tout ça. Bon, c'était plus la compagnie créole, ça nous a changé un petit peu, parce que j'en avais juste... Mais, tiens, j'ai trouvé ça. Et en plus d'être sur la pelouse, bon, j'ai vu quelques anciennes, Cara, Beniachou, tout ça, que je ne connaissais pas, mais tout le monde, j'avais Rossetti aussi. François Catarina. Ouais, François ouais. D'ailleurs, j'ai regardé le match avec lui. Ouais. Voilà. Par exemple, glorieux ancien aussi, François, qui en tant qu'éducateur, était extraordinaire. Et donc, ouais, ça m'a fait... alors c'est pour ça, quand j'ai su que l'équipe, ils avaient fait une bonne saison, Thierry Morin m'a envoyé un petit mot, j'ai dit, eh bien, j'essaierai de venir, parce que là, je me force un petit peu à sortir, hein, je te le dis sincèrement. Maintenant, le football, bon, je dirais que je suis dépassé. Voilà. Mais retrouver cette ambiance de 7, ça ne me déplairait pas. Voilà. Alors donc, je pense que de temps en temps, j'irai. Peut-être pas quand il fait trop froid, parce que maintenant, avec mon problème, c'est un peu difficile, mais je pense que j'y retournerai. Ouais. J'aimerais que tu nous parles, bon, c'est une note beaucoup moins réjouissante, bien sûr, un petit mot sur Dominique Olagnier. Et ouais, j'ai appris ça avec beaucoup de tristesse, parce que c'est un garçon, bon, enfin, moi c'est toujours pareil, hein. On parlait après d'Abdel. Quand un gars a porté les couleurs du club comme ça, et qui malheureusement s'en va à la fleur de l'âge, ça bouge. Ça secoue, ça remue, je me dis merde, ce garçon il demandait qu'à vivre. Hein. Et puis en plus, d'après ce que je sais, je ne le connaissais pas personnellement, je l'avais salué un jour à l'entraînement, je crois, et je ne le connaissais pas. Mais je sais que c'était un garçon qui était, très apprécié. Très apprécié, puis c'était pas... Enfin, je ne crois pas me tromper en disant que... Ouais, il aimait la vie, quoi. Il aimait la vie, la pétanque, c'était le bon vivant. Et être foudroyé comme ça, alors là, je dois avouer que... Et au-delà de ça, c'était... Quand même, moi j'avais vu quelques matchs à la télé, hein, quand... j'avais vu 3 ou 4 fois des retransmissions de matchs. Il savait jouer au football. Hein. Il a mené sa folie. Voilà, il savait jouer au football, mais voilà, mais c'est... Ouais, et... mourir bêtement comme ça, c'est... Ouais, ça m'a bougé, parce que le lendemain juste, il y a eu Alex Dupont, qui est un peu plus jeune que moi, mais qui était aussi un ancien de Guignon. Et des types que... Ouais, cette passion du football, moi je crois, qui fait que ça nous unit un petit peu. Bon, peu importe le niveau. Mais même dans un petit club, un gars qui adorait le football et qui disparaît à la fleur de l'âge, comme ça, je me dis, mais peu importe le niveau, il aimait ça. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Quand on aime quelque chose comme un joueur de boule, un shooter ou n'importe quoi, un gars qui se donne à fond dans ce qu'il fait, pour moi, ça, c'est tout. C'est la plus belle chose. Patrick, pour terminer cet entretien passionnant, la caméra elle est à toi, et le mot de la fin, tu nous dis ce que tu veux. Mais moi, à part souhaiter de très bonnes choses au FC7, la meilleure des saisons, bien sûr. Pas que l'équipe première. Hein. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'équipes l'équipe réserve, les équipes de jeunes. Hein. Leur souhaiter le meilleur du monde. Malheureusement, avec cette crise sanitaire, je ne sais pas trop où on va. Alors voilà, bonne chance à tous. Merci à toi Patrick, merci beaucoup.